Si je devais y mettre un sens, ça serait celui-là, c'est-à-dire mourir en étant reconnu par les autres comme faisant partie de la même communauté. Je pense que mourir dans la dignité, c'est essentiellement le respect. Le respect de l'autre dans son intégrité et physique, morale et spirituelle. Je crois que c'est important. Je crois que ça fait partie de la dignité. On dit souvent, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Alors évidemment, cette notion de dignité, elle est tellement immense qu'effectivement, que l'idée même de la définir me donne plutôt envie de dire, mais quand est-ce qu'on n'est pas digne? Parce que finalement, l'être humain, par définition, a sa dignité. Toujours sa dignité. Mais la perd-on quand on est âgé, par exemple? Non. On est âgé, humain et digne. Donc mourir dans la dignité, c'est mourir en tant qu'être humain, tout simplement. Et je crois que le mot dignité est peut-être un petit peu surnuméraire, car on est des humains. Et si je rajoute un adjectif en disant digne, je prends le risque de dire attention, à un moment donné, je ne suis plus digne. Donc, par exemple, je suis âgé, donc je ne suis plus digne. Et ça, c'est dangereux. Je crois qu'en tant qu'on est humain, on est digne. Tout simplement. Je vais peut-être dire des choses qui vont un peu à contre-courant, mais c'est pour mon expérience dans un EHPAD, c'est que en tant qu'accompagnant, je vois certaines réalités dans le soin qui ne peuvent pas permettre à la personne de se sentir accompagnée dignement. En particulier quand on fait des soins de corps et que l'on discute de son dernier week-end avec la personne et que moi je passe après et la personne me dit ben, vous savez, j'ai vraiment eu l'impression d'être un morceau de viande. Et puis vous posez la question et pourquoi vous ne dites rien, pourquoi vous n'en parlez pas avec les soignants. On me dit oui, mais vous savez, si je me les mets à dos, après vous partez, mais moi je vais vivre avec eux jusqu'à c'est ma dernière maison et il va falloir que je vive ici jusqu'au bout. Donc il y a des mots que je partage avec vous qui sont absolument extraordinaires. Moi, mon expérience d'accompagnante n'est pas toujours aussi idyllique que ça. Bonsoir, voilà, donc c'est moi qui... Je ne pensais pas que mon cœur allait battre autant à partir du moment où j'ai pris le micro. Et donc, si je pense qu'il bat autant, c'est parce que finalement, l'expérience à laquelle je pense, et qui date pourtant de 2010, a été sûrement assez traumatisante pour moi. Il s'agissait de la mort de ma mère. En fait, voilà, elle avait été malade déjà depuis 3 ans, avec soi-disant un diagnostic Alzheimer. Je dis soi-disant parce que bon, j'ai des doutes sur un certain nombre de diagnostics qui sont faits. Bon, ça c'est autre chose, mais par contre, elle a fait un malaise dans la nuit, une nuit, et j'ai senti, moi qui n'avais jamais vu de mourant, que c'était la fin. Et j'ai tout fait le lendemain, j'ai appelé les médecins, tout ça, j'ai tout fait pour qu'elle ne soit pas envoyée à l'hôpital. Et j'aurais voulu en effet qu'elle décède auprès de nous, je savais que c'était fini. Mais pour avoir appelé voilà, le médecin, pour avoir appelé même ceux qui ne voulaient pas se déplacer, SOS médecin, tout est quanti, elle a fini dans un service, dans un hôpital, dans une clinique, plus exactement. Et finalement, ce que je voulais, donc c'est plutôt un témoignage qu'une question, et qui rejoint aussi le phénomène économique, comment va-t-on financer les soins palliatifs? Parce que moi, justement, sentant qu'elle allait mourir, j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas faire passer une équipe de soins palliatifs? Voilà, elle en a pour quelques jours, 8 jours, je ne sais pas. Bon, c'était pas possible, j'ai tout essayé, voilà. Rien n'a été fait. Et donc, en fait, elle s'est retrouvée aux urgences. Et il y a eu... donc, c'est cette question sur la dignité, je ne pensais pas intervenir là-dessus. Finalement, en effet, qu'est-ce que mourir dans la dignité? Alors, je pose des questions, c'est vrai que je m'interroge.
Une personne qui a soi-disant un diagnostic Alzheimer, qui prend des médicaments depuis 2 ans, on arrive là-bas et on fait, dans ce que j'ai appris, on appelle soi-disant une fenêtre thérapeutique. Donc on commence à lui enlever ce médicament-là, qui quand même agit sur le système nerveux central. Donc finalement, au bout de quelques jours, je me dis mais comment ça se fait? Elle se griffe, tout ça, voilà. Parce que des urgences, après, elle est passée en réanimation. Alors je crois que justement, j'en viens au niveau économique, c'est 3 000 € la journée. 3 000 € la journée, donc finalement 6 x 3, 18, 6 jours à 3 000 €, ça fait peut-être, ça aurait fait un certain nombre de salariés de soins palliatifs payés, puisque de toute façon, elle est morte en réanimation. Elle avait été attachée sur le lit. Au bout de quelques jours, donc je me suis dit, mais enfin, est-ce qu'elle a ces médicaments pour Alzheimer? On m'a dit, ah ben non, je sais pas, on va voir. Ah ben non, on n'a pas. Et donc, vous voyez, je ne pensais pas que mon cœur allait battre autant, c'est parce que j'ai pas digéré du tout cette expérience que j'ai vécue en 2010. Et pourtant, je pensais l'avoir digérée. Je crois que ce que vous évoquez, madame, c'est précisément tout ce que les rapports ont stigmatisé comme le mal mourir en France, c'est-à-dire ce qu'on ne devrait effectivement pas voir arriver. Et évidemment, ce que vous racontez avec l'émotion qu'on imagine, c'était votre mère, est absolument intolérable. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent malheureusement évoquer des conditions de dernier moment qu'on peine à imaginer en France. Et c'est en effet tout le travail à faire pour faire en sorte que ça se produise le moins souvent possible, sans idéaliser les soins palliatifs non plus. Mais voilà. Je crois que vous revenez sur la question peut-être du manque d'échange aussi, du manque de dialogue avec les soignants qui en ont pris soin. Moi, je ne reprocherai rien aux soignants à l'époque. Il y avait soi-disant pas de... Je lui avais envoyé à cette clinique parce que je pensais... j'avais rencontré, puisque j'ai participé à des réunions d'aide aux aidants à personnes âgées. C'était assez extraordinaire et fait par la CPAM et par l'hôpital Nègrenet de Toulouse. Ça m'a beaucoup aidé pendant ces 3 années où elle a été malade. Et malheureusement, en fait, après, j'ai appris qu'il n'y avait plus de budget. Pour moi, c'était de toute façon plus utile, mais en effet, j'ai appris que ça avait été supprimé, ce qui est bien dommage, parce que les aidants, en effet, ont besoin de soutien. Et là, si j'ai repris le micro, c'est finalement pour revenir un peu sur le premier témoignage de la dame, dont j'ai oublié le nom, qui est à droite. Parce que justement, vous avez évoqué le cas de quelqu'un qui avait une maladie psychique et qui avait une maladie dite, tout à l'heure vous avez parlé de somatique, je crois. Et là, justement, la dame qui est à côté de Sabine Caz a dit c'est un grand débat, et c'est pas le débat de ce soir. Pour avoir une maladie psychique, moi-même, je me demande si finalement, en effet, le fait de prendre le cas des maladies psychiques en cause, pour tout le monde finalement, puisque bien souvent c'est lié aussi à une façon de gérer les émotions, de prendre l'environnement en compte. Est-ce que ça ne ferait pas aussi progresser justement toute la prise en charge de l'être humain au niveau de la maladie? Et là, j'ai un cas tout particulier, tout simple. Je me suis fracturé la mâchoire début janvier. J'ai fini en clinique. Et à un moment donné, donc voilà, la dame qui était venue pour me mettre, comment ça s'appelle, il voulait me garder parce que peut-être qu'on allait m'opérer le lendemain matin, parce que ma mâchoire s'était peut-être déplacée. Et finalement, la dame m'a dit, alors, sur une échelle de 0 à 10, à combien vous avez mal? Moi, je regardais parce que finalement, je n'ai pas tellement mal. Et alors, je voulais lui dire, je lui dis 4, 5. Et en même temps, dans mon cerveau, ma conscience m'a dit, mais finalement, pourquoi elle ne te dit pas, et sur une échelle de 0 à 10 sur le plan psychique, combien vous avez mal? Mais j'aurais pu lui dire 8, parce que là je sentais que j'étais super tendue, et que rester à la clinique ça ne me faisait pas spécialement plaisir, et puis savoir que j'allais peut-être être opérée avec des plaques le lendemain, ça ne me faisait pas plaisir non plus. Mais ça, personne ne s'en occupait de mon stress psychique. Pourtant, voilà, j'ai une ALD et tout ça. Donc, c'est là, ça c'est un petit c'est rigolo, c'est ce que je lis.
Mais finalement, au quotidien, pour n'importe quelle pathologie, ce serait peut-être pas mal, maintenant qu'on n'arrête pas de parler de gestion du stress et tout ça, et de dire de méditation, enfin de conscience et tout le bazar, de prendre conscience aussi d'entrer pour toutes les situations de ce stress psychique, de ce stress psychologique auquel on est confronté dans toutes les situations. Mais bien sûr, vous avez tout à fait raison, madame. Le stress, c'est quelque chose dont on parle beaucoup dans nos sociétés. Et le stress psychologique et le stress psychique, c'est quelque chose qui doit être pris en compte par l'ensemble de la société. Vous avez tout à fait raison. Peut-être y a-t-il encore quelques questions. Je voudrais en tout cas vous signaler un ouvrage qui vient de sortir, qui s'intitule « Fin de vie, un enjeu de fraternité », qui est publié aux éditions Salvator, par Monseigneur Pierre Dornelas et le groupe de travail de la Conférence des évêques de France. C'est exactement sur le débat de ce soir, et c'est une analyse de tout le passé des soins palliatifs et de la direction dans laquelle la nouvelle loi Claes-Leonetti vient. C'est accessible, c'est lisible. Voilà, c'était un livre à vous proposer. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Fin de vie, un enjeu de fraternité. C'est récent et c'est édité chez Salvator. Bon, pour une dernière question. C'est pas une question, mais moi-même je suis soignante, je suis infirmière, et quand vous dites qu'il n'y a que 20 places sur Toulouse en unité soins palliatifs, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux soins palliatifs. Et moi je veux dire qu'en tant qu'infirmière, la formation pour accompagner les gens en fin de vie, il n'y en a quasiment pas. C'est nous, seuls, propres soignants, face aux malades. J'ai vécu beaucoup de fins de vie, enfin quelques-unes, et c'est nous tout seuls, je veux dire, et le temps, malheureusement, c'est vraiment le temps, il nous manque beaucoup. Je trouve que, après la façon de parler avec les gens, c'est vrai, c'est d'être à la disposition des familles, comprendre ce qui se passe aussi, les traitements qui sont mis en place, parce que même pour une équipe médicale, c'est difficile de dire on accompagne la fin de vie, alors que les médecins sont là pour promouvoir la vie. Ce qui est difficile aussi, parce que ça renvoie à sa propre mort, et c'est difficile d'accompagner, en fait, les gens en fin de vie dans les services traditionnels, parce qu'il y en a énormément. Avoir des soins palliatifs, ça n'existe pratiquement pas. Malheureusement, malheureusement. Et donc il faut faire avec, malheureusement. Mais comment c'est essayer de trouver le temps, même si on n'a pas le temps. Parce que laisser partir quelqu'un tout seul, ça m'est jamais arrivé. Et j'espère que ça m'arrivera jamais. Même si la famille ne peut pas être là, parce que pour X raisons, c'est important qu'il y ait quelqu'un qui puisse se détacher. Voilà. Il y a beaucoup de travail encore. Bon, après ce dernier témoignage, nous allons terminer la soirée. Je voudrais remercier les intervenants et notre animatrice. Je crois que le débat a été d'une très grande qualité. Beaucoup d'émotions à certains moments. On était vraiment dans l'humain, on n'était pas que dans la médecine. Voilà, merci beaucoup. Je vais laisser à Alain le soin de conclure. Oui, cette soirée a été proposée par la paroisse de Toulouse. Et de Toulouse. Excusez-moi, c'est la fatigue. La paroisse de Balma. Et je voudrais excuser le curé de la paroisse, le père Gérard Baptiste, qui aurait bien voulu être avec nous ce soir et qui, comment dire, qui accompagne sa maman qui est en fin de vie et il est auprès d'elle. Donc il m'a demandé de bien vouloir l'excuser et je l'excuse. On a entendu ce soir des choses, Michel vient de le dire, des choses fortes, des choses émouvantes et beaucoup d'émotions ont été exprimées. Je voudrais dire, j'ai pris quelques notes, que c'est une évidence, mais accompagner la fin de vie, ce n'est pas évident. Et alors, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Madame Claire Chauffourader, que la loi, le métier des soignants, c'est d'aider à vivre le plus longtemps possible. Alors qu'on ne se trompe pas, la loi, c'est pas une loi pour mourir, c'est une loi pour aider, tout au moins c'est comme ça qu'il faut le comprendre, pour aider les personnes à vivre le plus longtemps possible. J'ai entendu des choses aussi, vous avez dit ça madame,
je n'ai pas envie qu'on me vole ma vie. Je crois que c'est fort ça. Ne pas trop médicaliser, ne pas trop médicaliser la fin de vie, il y a un certain danger. Et puis, la mort n'est pas qu'une question médicale. Hein. C'est ça qui a été dit. Et c'est important. Et puis j'ai été très sensible à ce qu'a dit monsieur Vincent Grégoire Delory. Une question, quel est le statut de mon corps? Je crois qu'on peut repartir avec ça. Et puis il a dit aussi, je crois, et je ne voudrais pas déformer vos propos, monsieur, hein, que le point ultime de la vie, c'est qu'elle continue. Et pour nous chrétiens, c'est ça. Alors bien sûr, on se déplace. On n'est plus dans le domaine de la loi, on n'est plus dans le domaine de la technique, mais c'est dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà, merci. Merci à tous. Merci à tous pour votre participation. Merci pour cet éclairage qui ne peut que nous interpeller, nous poser des questions. Et puis, comme ça a été dit très bien, je crois qu'il appartient à chacun de s'informer au maximum pour avoir son propre jugement et non pas succomber à la tentation de ce que veulent nous imposer certains médias pour penser par rapport à ces questions-là. Merci, bonne soirée.